Des maths à des gamermaths, mes chers auditeurs. Je suis le Marveiler et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle lecture au cours de laquelle, comme je vous l'ai promis, le journal Ouest France va en prendre plein la figure. En effet, nous allons lire un petit livret écrit par monsieur Émile Quérambrin, premier président honoraire de la Cour d'appel, médaille du combattant volontaire de la Résistance et président d'honneur des otages et internés bretons, les profiteurs de la libération. Ce texte donc retrace et apporte un éclairage sur un élément de la genèse d'un des principaux médias anti-Bretagne d'aujourd'hui, j'ai nommé Ouest France, anciennement Ouest Éclair. Sans plus attendre, voici donc les profiteurs de la libération. J'ai lu dernièrement une brochure écrite par un ancien ministre, Paul Faure, préfacée par un ancien député, Paul Castagne, et intitulée « Histoire d'un faux et de ses conséquences ». Cette brochure ouvrait des horizons insoupçonnés sur les procédés et les mobiles de certains profiteurs de la libération. Je me suis d'abord refusé à admettre de telles accusations. Cependant, leur précision et netteté m'ont inquiété. Je pensais et j'espérais que les hommes ainsi nommément accusés tiendraient à rectifier et à démentir. À ma connaissance, rien n'est venu. J'aurais donc pu considérer ces accusations comme acquises. Cependant, j'ai tenu à faire ce que m'avait enseigné toute une vie, consacrée à la recherche de la vérité et de la justice. Vérifier dans la mesure où cela m'était possible les textes et les documents sur lesquels ces graves accusations reposaient. J'ai le regret de dire que celui qui a préfacé la brochure était autorisé à écrire que celle-ci contribuait à la vérité historique et qu'elle montrait le véritable visage des imposteurs. Quelles sont donc ces accusations ? Je les résume. Paul Faure affirme que des résistants n'ont poursuivi l'application de certains textes édictés à Alger que dans le but de permettre l'usurpation à leur profit personnel de grades et de fonctions, et dans le seul intérêt de leur fortune politique, et souvent de leur fortune tout court. Mais alors, que doivent penser aujourd'hui tous ceux qui ont cru à la sincérité de ces imposteurs, ceux qui, n'ayant d'autre idéal que leur foi dans l'avenir de la France et leur aversion pour l'occupant, ont cru naïvement à la sincérité de ces textes et ont aidé à leur application de toute l'ardente naïveté de leur bonne foi, convaincus qu'ils étaient que personne ne devait songer à exploiter ces textes. Je m'excuse d'ouvrir ici une parenthèse pour parler de moi, mais cette parenthèse n'est pas inutile pour ce qui va suivre. Relevé en 1940 de mes fonctions de président de chambre à la cour d'appel de Rennes, je suis entré dans la Résistance. Et lorsque l'on décida de reconstituer en Ille-et-Vilaine le comité clandestin de la Libération, j'en acceptai la présidence. Je devins le dépositaire des circulaires confidentielles relatives à la Résistance et j'eus à mon domicile de fréquents entretiens confidentiels, sans aucune idée de parti, avec des résistants du département et avec ceux venus de Londres et de Paris. Je ne fus donc pas autrement surpris lorsqu'au matin du 6 juin 1944, la Gestapo vint m'arrêter et m'emprisonna à Jacques-Cartier avec un certain nombre d'autres personnes qu'elle qualifia d'otages. Je passe sur notre séjour dans le camp de fil de fer barbelé, sur l'attente anxieuse de notre départ pour l'Allemagne, départ qui fut retardé, puis empêché, grâce au sabotage des trains et des voies ferrées. Et ce fut la libération, due à l'arrivée à Rennes des troupes américaines. En qualité de président du comité départemental de la Libération, j'installai le commissaire régional de la République et fus réinstallé moi-même au palais de justice, où je devais exercer pendant plus de 10 années les hautes fonctions de premier président de la cour d'appel. Aussi bien en cette qualité que dans la clandestinité, j'ai eu la confiance la plus entière dans les ordonnances et dans les instructions reçues du gouvernement provisoire de la République, du moment où celle-ci portait à la fois la signature du président de ce gouvernement, le général de Gaulle, et la mention que je considérais comme essentielle, le comité juridique entendu.
car ce comité juridique donnait au texte toute la garantie désirable puisqu'il était composé d'hommes insoupçonnables, depuis le conseiller d'État qui le présidait jusqu'au très haut magistrat, avocat, ancien ministre, président du conseil qui y siégeait. Or, voici que Paul Faure, à la fois dans sa brochure et dans son hebdomadaire La République libre, mettait directement en cause ce comité juridique. Il l'accusait d'avoir, sur un texte faux, entendu donner une apparence de légitimité à son action. Il écrivait que le comité juridique avait agi avec un parfait mépris des principes du droit et de la justice, et que les membres de la commission de juristes d'Alger, chargés de donner aux opérations une apparence légale, s'étaient surtout préoccupés de déblayer la route du pouvoir en faveur des profiteurs qui allaient en assurer l'exploitation et faire main basse sur les journaux, les imprimeries, la radio, etc. Or, parmi les personnes nommément désignées dans la brochure et dans l'hebdomadaire, figure en excellente place un homme qui est devenu rapidement un des grands dirigeants de la politique en Ille-et-Vilaine, avec l'aide d'un collaborateur particulièrement agissant. Le premier est M. P.H. Teitgen, le second M. Henri Fréville. Il était donc intéressant de confronter, en ce qui les concernait, les affirmations de Paul Faure avec le souvenir des faits qui s'étaient déroulés à Rennes en août 1944 et dans les mois qui suivirent. Voyons ces faits. Début août 1944, les troupes américaines font leur entrée dans Rennes, que les Allemands viennent d'évacuer. Aussitôt apparaît M. Fréville qui va jouer un rôle prépondérant dans les premiers actes de la libération. M. Fréville, qui est signalé dans la brochure de Paul Faure comme membre de l'Assemblée consultative d'Alger en novembre 1943, prend dès son arrivée à Rennes le titre de chef de service de l'information et devient président du comité régional de presse, dont je fais d'ailleurs partie avec un autre membre du comité de libération et 2 journalistes. Je note immédiatement que ces désignations ne sont pas conformes au texte de l'ordonnance du 22 juin 1943 qui prévoyait que le comité de presse devait comprendre 6 membres et non 4, dont 3 et non 2 appartenant au comité de libération et 3 et non 2 représentant des journalistes désignés par les organisations syndicales les plus représentatives à la date du 16 juin 1940. Or, les 2 journalistes désignés ne représentaient que l'Ouest éclair. Mais je ne veux pas m'attarder à ces irrégularités pourtant si graves, puisqu'il n'est pas à ma connaissance que ce comité de presse ait régulièrement fonctionné, malgré l'importance que lui attribuait l'ordonnance d'Alger. À Rennes, le comité ne comptera en réalité qu'une seule personne, M. Fréville, son président. Aux côtés de celui-ci, on trouve M. J, qui sera à la Libération le délégué à la radio. Et coiffant ces 2 personnalités, c'est M. Teitgen, ministre de l'Information. Notons ici, pour n'y plus revenir, que le ministre de l'Information, le délégué régional à l'information et le délégué à la radio appartiennent tous les 3 au même parti, le Mouvement républicain populaire, MRP, et que politiquement inconnus en 1939 en Ille-et-Vilaine, ils vont suivre côte à côte à dater de la Libération une ascension aussi rapide qu'inattendue. M. J sera conseiller de la République et adjoint au maire. M. Fréville sera maire, conseiller général, député. M. Teitgen sera ministre de l'Information, ministre de la Justice, ministre de la Guerre, il sera aussi conseiller général et député. C'est que, voyez-vous, M. Teitgen est un homme exceptionnellement pressé et expéditif. Militaire occasionnel, il franchit dans le même numéro du journal officiel et dans la même colonne les 3 grades de capitaine, commandant et lieutenant-colonel. Homme politique, il ne laisse à personne d'autre le soin de nous apprendre, à la tribune de l'Assemblée nationale, qu'il revendique la responsabilité des 100 000 exécutions sommaires de la Libération. Catholique démonstratif et fondateur du mouvement républicain populaire, il entend justifier son ascension particulièrement rapide sur le plan politique en se comparant modestement aux hommes les plus tristement célèbres de la Révolution. Et le journal officiel d'août 1945 nous le fait apparaître répondant triomphalement à ses interpellateurs. Vous pensez sans doute que par rapport à Robespierre et Danton, le garde des Sceaux qui est devant vous est un enfant. Eh bien, ce sont eux qui sont des enfants si j'en juge par les chiffres. Il est vrai qu'il fut immédiatement contredit par un catholique, indiscuté celui-là, le révérend père Panissi, qui qualifia ce terrorisme et ces tueries de régime d'abattoir, qualification qui irrita M. Pierre-Henri Teitgen et l'amena à prendre la décision de faire arrêter le révérend père.
Je fais appel ici au témoignage d'un député du Morbihan, le chanoine Desgranges, qui dans le dernier livre paru avant sa mort, écrit à propos de ce sermon, la puissante impression produite par ce discours réconfortait encore les consciences de l'immense auditoire lorsque le pieux garde des Sceaux, M. Teitgen, fit connaître au cardinal Suard, par un émissaire élégamment choisi, que le père Panici serait arrêté le soir même. Avec cette simple et calme fermeté qu'il opposa si souvent aux Allemands, l'archevêque de Paris répondit à l'honorable commissionnaire « Cette mesure sera plus préjudiciable aux ministres qu'aux prédicateurs. J'ai entendu ce discours dont on prétend lui faire un crime, ce qu'il affirme est malheureusement exact. » Et l'auteur du livre ajoute « En fait, le père Panici ne fut pas arrêté, mais le non moins pieux ministre lui fit savoir, ainsi qu'à ses supérieurs, que s'il remontait dans la chaire de Notre-Dame, il interdirait à la radio de diffuser le carême. À la prison, on substituait le bâillon, conclut Paul Faure. Mais revenons à la presse, et plus particulièrement à l'entreprise Ouest-Éclair et à la société qui en assurait l'édition, la presse régionale de l'Ouest, la PRO. Paul Faure a écrit dans sa brochure que d'hypocrites personnages misèrent sur leur catholicisme militant pour décrocher des mandats et prébendes et se gorgèrent à en perdre le souffle et la pudeur. Il stigmatise aussi les républicains populaires, le MRP, qui ont volé la presse et contrôlent la radio. Voyons si les faits dont messieurs Fréville et Teitgen furent les acteurs autorisent de telles affirmations. Plus précisément, voyons comment ils ont réussi à mettre l'embargo sur la très riche entreprise de l'Ouest-Éclair, avec une habileté que l'on eût préféré voir utilisée à de meilleures fins. Dès la Libération, et avant même la mise sous séquestre des biens de l'Ouest-Éclair, le directeur régional de l'information, M. Fréville, représentant de M. Teitgen, annonce qu'un nouveau quotidien, Ouest France, est autorisé à paraître. Il met immédiatement en place ce qu'il appelle une équipe nouvelle, nous verrons ce qu'il faut en penser, appelée à diriger le nouveau quotidien qui est édité par une société à responsabilité limitée au capital de 100 000 francs, je dis bien 100 000 francs. La substitution du journal Ouest France à l'Ouest-Éclair et de la nouvelle société à la société PRO est effectuée avec une habileté remarquable. On commence par déclarer qu'elle n'est formée que pour éviter la faillite de l'importante société PRO. On affirme que la société nouvelle comprendra uniquement une direction et une rédaction, qu'elle n'occupera que partie des locaux précédemment réservés à la rédaction, qu'elle ne pourra s'immiscer à aucun titre dans l'exploitation de la presse régionale de l'Ouest, et ne pourra donner d'ordre à aucun membre du personnel de l'ancienne société, qui restera sous l'autorité de l'administrateur séquestre. Mais monsieur le directeur de l'information a pris une habile précaution. Il a fait désigner en qualité de conseiller technique du séquestre des biens de l'Ouest-Éclair un homme qui appartient depuis 1939 à ce journal, qui a assisté très régulièrement pendant toute la durée de l'occupation à toutes les assemblées générales comme secrétaire général, c'est ce que M. Fréville qualifie d'équipe nouvelle, qui continuera à cumuler avec les fonctions de conseiller technique du séquestre celles de directeur technique du nouveau journal, et qui d'ailleurs habitera les locaux de l'Ouest-Éclair devenu Ouest France. Ainsi, le séquestre aura à côté de lui, pour ne pas dire au-dessus de lui, l'homme qui dirigeait, qui dirige et qui dirigera l'entreprise. Et monsieur le directeur de l'information ne manquera pas de souligner au séquestre l'intérêt qu'il attache à cette direction. Il est dès lors aisé de comprendre pourquoi la nouvelle société Ouest France a commencé par affirmer, contrairement à la vérité, qu'elle s'interdisait de s'immiscer à quelque titre que ce fût dans l'exploitation de la presse régionale de l'Ouest. Cette précaution a pour but de donner le change et d'expliquer le montant anormalement bas du capital de la nouvelle société. 100 000 francs de capital pour une société dont l'objet, reconnu par les statuts eux-mêmes, est sensiblement identique à celui de la presse régionale de l'Ouest et s'étend à l'exploitation du nouveau quotidien pour les régions de Bretagne, Maine, Anjou, Poitou, et tous hebdomadaires, périodiques et autres publications, et généralement toutes opérations civiles et commerciales, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à cet objet. Cette substitution, si habilement consommée, a en fait pour résultat de placer toute l'affaire dans les mains de la nouvelle société, dont il est intéressant d'examiner la composition. Qui trouve-t-on ? Sur 29 associés qui la composent, la société comprend d'abord des membres éminents sur le plan national du mouvement républicain populaire.
députés, ministres, anciens présidents du Conseil. Elle comprend surtout les membres d'une même famille et ses amis rennais, deux membres du comité départemental de la Libération, dont l'un fera une carrière politique assez inattendue à l'ombre de M. Fréville, et enfin un inspecteur général des finances. Composition savamment dosée sous la houlette du ministre de l'Information, lequel, moyennant le versement d'une somme de 2000 francs, devient propriétaire de deux parts dans une société qui, grâce à un apport de 100 000 francs, s'empare d'une entreprise estimée aujourd'hui à plus de 10 milliards. Ce tour de force étant accompli, il s'agissait de faire disparaître, tout au moins pour la forme et sous une apparence légale, la société Ouest Éclair, en faisant condamner ses dirigeants en cour de justice et surtout en obtenant la liquidation de la société elle-même en tant que personne morale et entité juridique. Ce à quoi vont s'employer très activement ces messieurs de l'information. Dès janvier 1945, M. Fréville prend l'initiative de réunir les journalistes pour leur faire un exposé important sur la situation de la presse. Il leur annonce que des dossiers solidement étudiés ont été établis par ses services et qu'il vient de remettre entre les mains du commissaire du gouvernement près la Cour de justice deux dossiers d'importance, dont celui de l'Ouest Éclair. 8 jours plus tard, c'est le ministre de l'Information, M. Teitgen, qui vient en personne à Rennes présider une réunion du MRP. Il convie les journalistes à une conférence et convoque les chefs de la cour d'appel pour s'entretenir avec eux des problèmes touchant les procès de presse. Incroyable, dira-t-on, cette démarche du ministre de l'Information auprès des plus hauts magistrats de Rennes, cette immixtion du pouvoir exécutif dans le domaine judiciaire est si contraire au principe même de la séparation des pouvoirs. Incroyable, certes, mais vrai. D'ailleurs, le ministre ne bornera pas là ses interventions. Et lorsqu'il deviendra par la suite ministre de la Justice, le palais recevra la visite de personnes de son entourage qui se préoccuperont de la comparution en cour de justice de certains directeurs ou dirigeants ou rédacteurs de l'Ouest Éclair. Et monsieur le directeur de l'information aura les mêmes préoccupations lorsqu'il donnera personnellement ses directives concernant la culpabilité de tel ou tel de ses rédacteurs. Enfin, le public assistera à une scène aussi inusitée que déconcertante. Il verra M. Teitgen, ministre de la Justice en exercice, mais propriétaire de parts dans la société Ouest France, qui a donné toute son attention aux poursuites exercées contre l'Ouest Éclair, attendant dans les couloirs du palais de justice de Rennes le verdict qui va être prononcé contre les dirigeants de ce journal et surtout contre la société PRO. La Cour de justice acquitte le directeur, mais condamne deux rédacteurs à des peines d'emprisonnement. Elle prononce contre les trois la peine de l'indignité nationale. Elle prononce en outre, et c'est cela surtout qui intéresse M. Teitgen, la dissolution de la société PRO et la confiscation au profit de l'État de la moitié des biens de cette société. L'autre moitié sera dévolue à la Société nationale des entreprises de presse, ou SNEP, qui louera ses biens, meubles et immeubles, à la société Ouest France, et toutes les opérations commerciales ou industrielles seront effectuées pour le compte de Ouest France. Ainsi se trouve réalisée la disparition de la société Ouest Éclair. Dès lors, on n'est pas surpris d'apprendre que, moins de 6 mois après leur condamnation, les rédacteurs eux-mêmes bénéficient d'une remise de peine. M. Teitgen, on s'en souvient, avait insisté d'une façon toute particulière sur la nécessité de poursuivre les journaux de trahison. Il avait, ainsi que son directeur régional, organisé des réunions pour flétrir ce qu'il considérait justement comme un crime. Mais lorsque les poursuites ont abouti au seul résultat qu'il recherchait, il s'empresse de faire gracier les criminels. En 1954, des textes ayant pour but d'apporter une solution aux problèmes de presse eurent en fait pour résultat de faire désigner la société Ouest France comme l'entreprise attributaire des biens ayant appartenu à Ouest Éclair. Et c'est alors qu'intervient un événement que je considère comme le plus extraordinaire de cette affaire, déjà si surprenante. Une mesure gracieuse commuant, en une amende fixe de 40 millions, la confiscation prononcée par décision de justice de la moitié des biens de la société Ouest Éclair. Je laisse aux chercheurs le soin de découvrir dans les colonnes de Ouest France l'annonce de cette surprenante décision. S'ils parviennent à la découvrir, ils reconnaîtront du moins qu'elle a été entourée d'une discrétion, opportune certes pour ses bénéficiaires, mais qui déroge en tout cas aux usages de la presse, dont la mission principale est de renseigner le lecteur sur les faits de cette importance. Car enfin, cette mesure avait pour unique objet de substituer le versement d'une amende de 40 millions à la confiscation au profit de l'État de la moitié des biens de l'Ouest Éclair, c'est-à-dire de nombreux milliards. Opération qui représente une perte considérable pour la collectivité, mais constitue un cadeau exceptionnellement rémunérateur pour M. Teitgen et ses co-associés de Ouest France.
Enfin, et pour couronner cette magnifique opération financière, l'Ouest-France, moyennant le versement de 595 millions, est devenue propriétaire de toute l'entreprise Ouest Éclair, de tous les biens utilisés à la publication et à la diffusion de journaux, biens immobiliers, droits au baux, divers fonds de commerce, matériel, mobilier indépendant, et à tous travaux constituant l'accessoire de ces publications. On ne manquera pas de noter la ressemblance qui existe entre cette énumération et celle qui précisait l'objet même de la société Ouest France en septembre 1944, lors de sa constitution. En terminant, je crois opportun de rappeler que Paul Fort a écrit que la Libération a assuré la fortune politique, et souvent la fortune tout court, de certains profiteurs et usurpateurs. Je laisse à ceux qui liront la présente brochure le soin d'apprécier ces affirmations. Personne n'est plus ennuyé que moi d'avoir été amené par le simple rappel des faits à de regrettables conclusions. Je m'empresse d'ajouter que personne ne sera plus heureux que moi d'acquérir la preuve que j'ai été trompé et plus empressé que moi à reconnaître cette erreur. Publié aux imprimeries réunies de Rennes en 1956. Que conclure de tout cela ? Eh bien, comme l'a constaté lui-même M. Quérembrun dans ce fascicule, à la suite de M. Faure, et bien que M. Quérembrun soit visiblement un Breton qui se prend pour un Français, une cabale de profiteurs, en particulier Fréville et Teitgen, ont profité du chaos engendré par la libération, avec des gros guillemets, pour faire main basse, par des artifices juridiques, sur le journal Ouest Éclair et le rebaptiser Ouest France. Ces gens se sont au passage assuré leur fortune, puisque comme on l'a vu, ils ont transformé un investissement de près de 40 millions en plusieurs milliards de francs de biens d'entreprise. Au bout du compte, on pourrait être choqué, mais au final pas tant que ça, puisque qui est véritablement surpris qu'au final l'un des principaux relais du jacobinisme français en Bretagne soit né finalement sur la base d'une énorme escroquerie politico-financière à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors bien entendu, depuis le temps, il ne s'agit plus des mêmes dirigeants, nous ne sommes pas des imbéciles, mais la ligne éditoriale gauchiste, jacobiniste et foncièrement anti-Bretagne est toujours aussi, voire plus prégnante que jamais. Pour le bien de la nation bretonne, ce journal doit disparaître. Et nous, Bretons, nous devons reconquérir nos médias pour le bien de la Bretagne, pour le bien de notre nation, afin qu'ils deviennent, eux aussi, une composante naturelle et saine d'une Bretagne forte, fière et libre. Bevet Breiz, Breizatao.